Pourquoi la constellation japonaise doit se trouver de l'autre côté de l'univers? Bonjour les trajets. Si t'avais volé un vaisseau plus rapide, on y serait déjà, et je me sentirais moins à l'étroit dans cet ordinateur de bord vieux de 30 ans. À l'étroit? Les virus aussi, ils aiment le confort. Ouais bon, écoute, peu importe, on est encore loin? 3 bonnes heures de vol, je dirais. Bon, faut que je fasse un truc ou je vais devenir zinzin. Je te laisse t'occuper du plan de vol. Alors... Ça... Non... Ça... Une autre fois... Ça... Ouh, ce sera l'entrée la plus longue. Et... Ah... Intéressant... Donc... Maintenant que j'ai rendu hommage à la série qui m'a inspiré avec un succès plutôt satisfaisant à clé, je compte bien poursuivre mon voyage à travers l'imaginaire. Cependant, je vais rester éloigné des affaires de la Ligue et de spoilers pour faire mes critiques tranquillement dans mon coin. Après tout, ma chaîne est déjà ni canon ni officielle, donc je vais éviter de voler le contenu de quelqu'un d'autre. J'ai déjà assez de mecs qui me poursuivent dans l'univers sans avoir besoin d'un procès en plus de ça. Bref, et la première étape va consister en un retour vers la constellation japonaise. Et si vous vous posez déjà la question du blocus, je vous expliquerai quand on arrivera à la frontière. Et en attendant, comme un certain micro-organisme n'arrive pas à faire avancer Stat Ferraille plus vite, Je t'emmerde. je vais en profiter pour vous parler d'une licence poursuivie par la malchance, Casper, le gentil fantôme. Enfin, plus précisément, on va parler de sa carrière au cinéma. Car si vous connaissez tous le personnage de nom, il faut savoir que sa création remonte en fait à 1945, et à la base, Casper est un personnage de comics. Son univers est donc développé chez Harvey Comics, un éditeur qui visait surtout un lectorat d'enfants, et chez Famous Studios qui ont adapté le personnage en série animée à de multiples reprises. De plus, le personnage était si populaire qu'on lui a dédié plusieurs épisodes spéciaux et séries dérivées. Et retenez bien que l'univers de Casper contient ses histoires importantes et ses personnages récurrents comme n'importe quel Batman ou Mickey. Et croyez-moi, ce sera très important pour la suite. Cependant, dans les années 80-90, la licence a pas mal perdu en intérêt auprès du grand public, coïncidant avec la baisse de popularité des cartoons, qui bien que présent à l'époque ne laissait pas de place à autant de séries que lors de leur âge d'or. Mais Dieu existe et apparemment il est fan des enfants morts qui font des blagues. Donc il a engagé Brad Simberling pour réaliser un film en 1995. Casper, sorti le 26 mai 1995 aux États-Unis, est une comédie fantastique qui s'inspire de courts-métrages des années 40 sur le personnage éponyme pour les bases de son univers. Encore une fois, ça n'a l'air de rien, mais retenez-le bien. Le film raconte donc l'histoire du manoir Whipstaff, légué en héritage à Carrigan Creeren. Ta mère, une vieille bâtisse qui abriterait un fabuleux trésor, mais qui est inapprochable à cause de 4 fantômes qui le hantent. Teigneux, Buffy, Crado... Pour ça, ils avaient des parents cruels. Et Casper. Mais alors que ses oncles ont l'air plutôt d'apprécier leur non-vie, ce dernier en a assez d'être seul. Il s'arrange donc pour que... Robin Williams? Bon, je sais que la ressemblance entre lui et Bill Pullman est déjà bien connue, mais là c'est carrément du cosplay. Bref, Bill Pullman donc qui joue le docteur James Harvey, psychologue des esprits frappeurs et à la recherche de sa femme décédée, qui se retrouve avec sa fille Catherine, surnommée Cat, à devoir chasser le trio de Hurlevent du manoir. Mais tout ne se passera pas comme prévu, évidemment. En gros, le film va avoir deux moitiés, la première partie portée sur l'humour, avec beaucoup de comiques de situation et surtout de références. On y vient... Et la seconde où les personnages auxquels on s'est attaché vont résoudre leurs dilemmes. Globalement, le film est un film d'aventure des années 80 et 90, qui reprend le concept des E.T.-like, à savoir un enfant qui va se lier d'amitié à une créature bizarre et découvrir le secret d'un élément / lieu magique et ou de science-fiction après avoir battu des méchants qui n'en ont qu'après l'argent que le secret peut leur rapporter. Ben, c'est sûr que c'est pas hyper original, et j'entends déjà les journalistes français dire encore un film abrutissant pour enfants rempli d'effets spéciaux capitalistes. Rien d'aussi noble que notre sublime la Reine Margot de l'année précédente. Deux originalités cependant. Déjà, le film va faire de Casper un réel personnage ayant un passé et un dilemme à accomplir. Et pas seulement un MacGuffin là pour que l'histoire existe. C'est le même principe qui sera encore plus développé par Brad Bird dans Le Géant de Fer. Mais on reviendra sur les personnages plus tard. Et secondo, le film se présente comme une parodie / hommage des films d'horreur. Essentiellement des films de fantômes. Et ça se manifeste par trois choses. Petit 1, la première apparition du trio fantomatique qui livre une scène horrifique qui m'avait absolument terrifié quand j'avais 8 ans.
Petit 2, plusieurs éléments repris des films d'épouvante et tournés en dérision comme la possession des films de fantômes ou les screamers. Ouais, alors là c'est le moment où je suis censé en mettre un dans la vidéo, mais j'ai pas envie de me faire insulter en commentaire. Et petit 3, beaucoup de références. Ok, là on entre dans la critique récurrente du film, et notamment avec la vidéo du Nostalgia Critique qui, même s'il n'a pas détesté le film, est vachement sévère, tout particulièrement sur ce point. Et je le reconnais, pas mal de films du même genre usent et abusent de références à la pop culture pour attirer le public à rire à ce qu'il connaît déjà, de façon à le garder dans sa zone de confort pour qu'il ne soit pas trop regardant sur la qualité du reste. Et je trouve ça vraiment honteux, c'est quoi cette manière de cacher qu'on n'est pas drôle? Mais de mon côté, je trouve que les références et les caméos dans ce film sont appropriés. On n'est pas dans une parodie merdique de Friedberg et Seltzer qui cache son manque d'humour par des références hors sujet et qui n'amènent à rien. Ici, non seulement les références ont un sens narratif la plupart du temps, par exemple c'est logique de trouver des exorcistes et des Ghostbusters dans un monde où les fantômes existent, et en plus ça amène à une scène qui montre que Carrigan est prête à employer n'importe qui pour virer les fantômes de la maison. Et lorsque ça ne sert pas spécialement la narration, ce sont de chouettes moments à part où on exploite l'humour de cartoon que le film conserve en hommage aux origines de la licence. Et ça ne gêne pas du tout l'histoire parce que, comme je l'ai dit, la première partie va se concentrer sur le fait de nous faire attacher aux personnages avant de nous révéler leur dilemme. En plus, il y a un certain charme dans les références que fait le film, qui sont souvent liées à tout l'univers des fantômes et du paranormal. C'est pas si mal, hein? Si on s'appelle Stephen King. Un charme qui, je trouve, manque à des films comme Scary Movie parce qu'il référence tellement tout et n'importe quoi que le film n'a plus aucune ambiance propre. Dans Casper, les références appuient l'ambiance, donc arrêtez de penser que l'humour référentiel est forcément un cache-misère. Ça peut aussi très bien marcher. Et puisqu'on en parle, que donnent les personnages en eux-mêmes? Casper est un enfant. Oh, je m'y ferai jamais, c'est vraiment glauque. Qui ne se rappelle plus de son passé et qui a vécu, entre guillemets, de nombreuses années sans se faire d'amis. J'apprécie beaucoup cette version pour le simple fait de lui avoir donné une personnalité plus profonde que juste « Tu es méchant, c'est pas bien d'être méchant !» Il arrive à être drôle par le côté cartoonesque donné à tous les fantômes, mais est aussi vraiment touchant dans son aspect tragique. Tu sens notamment dans la scène du baiser qu'il est réellement triste de n'avoir personne à ses côtés et de ne pas savoir qui il est. Casper, ferme la fenêtre, il fait froid. Même quand enfin quelqu'un arrive à lui parler sans hurler, et ce à cause de la distance indépassable avec les vivants que lui crée sa condition. Et contrairement à d'autres critiques, je trouve pas sa relation avec Kat malsaine. Je veux dire, ok, il force un peu, même beaucoup, mais vous semblez oublier qu'il a la mentalité d'un enfant de 12 ans, et que ça fait des années qu'il a parlé à personne. C'est plutôt normal qu'il fasse des trucs aussi intrusifs. C'est même carrément mignon, parce que justement, il n'a aucune idée malsaine derrière la tête. Ses actions sont guidées par la naïveté. Et je rappelle au passage que c'est Casper le gentil fantôme, pas le fantôme violeur. Et d'ailleurs, les moments touchants se font discrets dans le film, mais il y en a. Et ça tourne essentiellement autour de la relation père-fille entre Kat et le Dr Harvey. Je suis vraiment admiratif de Bill Pullman parce que tout le long du film, il alterne un jeu très sérieux de père aimant mais un peu paumé qui convainc sans problème, avec son jeu comique qui fait 90% du travail dans ses gags. Papa, je te demande pardon de ne pas t'avoir cru et d'avoir pensé que t'étais un vrai ringard. Oh, chérie. Plus tard, les excuses. Ah, et son personnage écoute du Frank Sinatra. Rien que pour ça, c'est un bon. Et Christina Ricci, que je prononce mal, mais qui n'est pas en reste. Elle est appréciable par son jeu, montrant une personnalité bien trempée qui fait un super tandem avec Casper. D'autant plus qu'elle n'a pas plus d'amis que lui, vu que son père la traîne de ville en ville à la recherche de sa femme. Et oui, vous l'avez bien reconnu, c'est aussi Mercredi Adams. Quoi, ça me paraît pas plus con qu'en VO comme nom. Bon, j'aime beaucoup ces deux relations, mais le problème c'est que l'histoire de Kat va aussi passer par le plus gros défaut du film, à savoir le segment que je vais appeler cliché qui devrait être illégal même à l'époque de la fille recluse qui va tomber amoureux du beau gosse qui débloque son casier avant de se rendre compte qu'il vaut pas mieux que le personnage principal. Sérieux, c'est que 10 minutes dans le film, mais c'est insoutenable. Entre la blonde Zilla, les clichés déjà ringards dans les années 90 et le fait que ce segment ne mène qu'à une scène de balle là pour faire joli, très belle scène de balle mais quand même, on aurait vraiment pu s'en passer. Bon, vu qu'on vient de voir des scènes chiantes, est-ce qu'on peut passer aux scènes drôlesses? De ce côté-là, on a droit au trio d'épouvante. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ont assez de noms pour que je répète jamais deux fois le même. Qui sont les sidekicks du film? Ce sont des fantômes, et fiers de l'être, qui maltraitent leur neveu et qui apprendront à avoir de l'empathie pour le docteur. Et je les trouve assez drôles dans leur rôle de connards assumés qui ont néanmoins droit à leur correction. Ce sont des personnages immatures qui survolent l'histoire plus sérieuse que le film raconte. Et en ça, ils ne viennent jamais monopoliser l'écran,
contrairement à d'autres comic relief insupportables. Vous voyez, c'est ça la qualité d'écriture du film, il ne résume jamais ses personnages à leur fonction, et développe toujours quelque chose avec eux, que ce soit un attachement émotionnel, comique, ou une progression dans les personnages. Et d'ailleurs, ils sont à l'origine de ma scène préférée de tout le film. Si vous saviez à quel point il me saoule avec ça. Enfin bref, tu peux faire les plus gros stéréotypes de personnages que tu veux, une écriture comme ça donnera toujours plus envie de les suivre que l'inverse. Et tu dis pas ça juste pour te rassurer sur le fait que je sois un bon personnage? Mais, le temps le dira. Et pour finir sur les personnages, parlons des méchants de l'histoire. Carrigan, la pouffe échappée d'un épisode de Friends, et son bras droit comique Dips. Tous deux n'ont pour but que l'argent. Encore une fois, c'est assez cliché. Mais regardez la scène où chacun tente de tuer l'autre après une simple révélation et osez me dire que c'est pas fun à regarder quoi. Vite, vous prenez ça beaucoup trop à cœur. Et surtout, on n'avait pas besoin de méchants plus développés, parce que le film se concentre sur ses protagonistes. Ah, et pour pas changer, les méchants sont drôles, par leur dynamique de duo, où ils sont tantôt en parfaite coopération dans la fils de puterie, tantôt à se faire des coups bas entre eux pour garder le butin. Bon, que retenir du film? L'histoire parle surtout pour elle-même, sans faire de grandes symboliques sur la vie réelle. Les passages sérieux sont traités avec beaucoup de force et surtout un drame vraiment prenant. Et jamais forcé comme pas mal de films du même genre. Que ce soit Casper et sa crise identitaire qui implique un passé vraiment tragique, ou la relation entre Kat et son père qui se détache des clichés auxquels on pourrait s'attendre dans ce genre d'histoire, et sans oublier que tout ça est appuyé par la sublime musique originale de James Horner, qui a juste travaillé sur Titanic et Avatar après ça. Mais si on devait en retirer une morale, ce serait le fait d'apprécier la vie en surmontant ses drames personnels, afin d'accepter la mort définitive lorsqu'elle arrive. Une morale à la fois sombre et optimiste. Et pour le reste, c'est clairement une comédie décomplexée qui traite son histoire et ses personnages avec le plus grand soin. On n'est pas face à un énième film d'aventure pour enfants qui se contente de reprendre un concept populaire sans aller plus loin. On sent dans l'écriture, le jeu des acteurs et les effets spéciaux mis en œuvre que ce sont de vrais passionnés du fantastique et de ce genre d'histoire qui ont donné de leur personne pour aboutir à ce bijou. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les effets spéciaux sont encore très corrects, même pour aujourd'hui. Et croyez-moi, on va très vite les regretter. Le film se targue même d'être le premier à mettre en scène un personnage principal totalement en image de synthèse, quelques mois avant Toy Story. Et non seulement ça, mais en plus ces acteurs ne semblent jamais paumés quand ils interagissent avec les fantômes, alors que ça aurait été légitimement excusable vu la nouveauté du procédé à l'époque. Que ce soit dans son ambiance, son écriture, ou le travail de réalisation et de mise en scène, ce film est une petite perle du film fantastique. Alors naturellement, le succès fut au rendez-vous. Le film engrangea presque 289 millions de dollars à l'international, et le problème c'est que non seulement c'était pas autant que l'avaient espéré les producteurs, mais en plus l'accueil critique fut assez mitigé, le film n'ayant pas plus de la moyenne sur la plupart des sites de critiques. Et alors que les producteurs cherchaient un nouveau moyen d'exploiter la licence sur le grand écran, le moment fatidique qui scella son sort arriva, à savoir le rachat par... Oh, il s'est passé quoi? On est retenu dans un filet énergétique qui nous a immobilisés. Mais qui sont les enfoirés qui ont fait ça? C'est... Oh la vache!